Cycle 1, la jeune fille, Simone de Beauvoir. Le désir d'émancipation chez Simone de Beauvoir. Lorsqu'on étudie l'environnement d'un texte, c'est-à-dire ce que l'on nomme le paratexte, et là je vous invite à vous référer aux ouvrages de Gérard Genette, l'étude des titres des œuvres est le plus souvent éclairante sur les intentions de l'auteur ou bien de l'autrice et sur le pacte de lecture que l'écrivain souhaite nouer d'emblée avec son lectorat. Le genre dont relève le récit et sa thématique peuvent être annoncés dès le titre de l'œuvre, ce qui est le cas avec Mémoire d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir. Le récit autobiographique de Simone de Beauvoir sur ses années de jeunesse met en évidence un regard rétrospectif sur ses jeunes années. Son titre crée un horizon d'attente plutôt favorable à l'égard de l'idéal de la jeune fille, vu précédemment, qu'il semble ainsi cautionner. La jeune fille est en effet rangée. On s'attend donc à découvrir une figure statique, avec une place sociale bien définie, plutôt qu'une figure qui dépasse au fur et à mesure les interdits de son milieu. En réalité, dans Mémoire d'une jeune fille rangée, Simone de Beauvoir prend acte de l'existence du stéréotype de la jeune fille depuis 150 ans et relate un fort désir d'éclosion et d'émancipation chez celle qu'elle était. La jeune fille n'est pas ici une figure romanesque, comme dans les romans de Jane Austen ou bien de Charlotte Brontë, mais elle est une personnalité en construction dont les principaux jalons de l'émancipation sont donnés à voir au lecteur et à la lectrice. L'émancipation est un processus évolutif ponctué d'étapes, mais cependant pas linéaire. Elle ne va pas forcément crescendo. Ce processus est marqué par des avancées, mais aussi des moments de stagnation, voire même de recul, en fonction des résistances rencontrées. Si certaines représentations de la jeune fille nous donnent à voir des personnages délurés, impertinents, qui refusent par exemple de porter le corset, le retour à l'ordre social montre le plus souvent une émancipation qui n'est pas allée jusqu'au bout d'elle-même, puisque l'héroïne, ayant soif de liberté, finit finalement par se marier à un homme plus âgé, à rentrer dans le rang. Chez Simone de Beauvoir, il en est tout autrement. C'est l'intelligence en éclosion d'une future intellectuelle qui est explorée comme une sorte de prédestination intrinsèque, comme si toutes les fées s'étaient penchées sur son berceau afin de la distinguer de la masse des autres jeunes filles. En effet, la narratrice a pleinement conscience de sa valeur supérieure et ce, dès son enfance. Elle écrit « J'imaginais que déjà un regard embrassait le terrain de croquet et les 4 fillettes en tablier beige. Il s'arrêtait sur moi et une voix murmurait « Celle-ci n'est pas pareille aux autres. » Il était bien dérisoire de me comparer avec tant de pompe à une sœur, à des cousines dénuées de toute prétention. Mais je visais à travers elles toutes mes semblables. J'affirmais que je serais, que j'étais, hors série. Travaillée par ses désirs d'indépendance, la jeune fille Beauvoir n'est pas à proprement dit une figure transgressive. On ne trouve dans ses mémoires aucune conduite à risque, aucun scandale volontairement suscité pour choquer le monde des adultes, aucune fugue ou autre manifestation ostentatoire d'une adolescence révoltée. Elle travaille bien à l'école, au point qu'elle emporte partout avec elle, dit-elle, sa guenille de bonne élève. Elle aime l'étude et le retrait, notamment dans la nature, et bien entendu dans les livres. Porte une admiration sans faille pour son père, son premier héros. À l'âge de ses premières règles, elle déplore de devoir attendre de se marier, alors que des fantasmes imprécis l'assaillent la nuit. Je cite, « Il me faudrait attendre des années avant que mon supplice prît fin. » L'attente de la sexualité effective apparaît comme un supplice, et seul le mariage apparaît à son âge comme un moyen d'accès à la sexualité. Cependant, dans l'itinéraire de Beauvoir, après l'assurance de l'enfance, après la certitude d'être aimée, d'être choyée sans réserve par ses parents, après la croyance naïve de régner sur le monde, elle se découvre, à l'adolescence, vulnérable. Elle devient incertaine d'elle-même, prompte à se déprécier et à se découvrir non pas douée, comme tout le monde le lui dit, mais seulement méritante, non pas curieuse de tout, mais limitée en fait par son refus des limites. Bref, le verdict de Beauvoir adolescente sur elle-même est très sévère. Elle se considère sans personnalité.
Le regard critique qu'elle commence à porter sur le monde et sur sa propre personne en construction conduit à un changement de regard des autres sur elle. Son père la trouve désormais laide, sa mère se méfie de son changement intérieur. C'est l'autonomisation mentale par rapport aux injonctions et aux interdits familiaux qui la fait entrer peu à peu dans un cycle d'émancipation douloureux. Alors qu'elle aimerait retenir à la fois les fils de son passé où elle se sentait protégée et pouvoir dans le même temps se projeter dans un futur d'exception. Chez la jeune fille Beauvoir, l'émancipation passe par plusieurs vecteurs. La littérature, par les livres, et notamment les livres interdits qu'elle lit clandestinement la nuit, les demi-vierges, la femme et le pantin, et qui l'instruisent sur les choses défendues. Par les amitiés, citons notamment son amitié exclusive avec Zaza, que Beauvoir vénère en raison de la précocité de ses dons et de sa secrète personnalité. On peut citer son amitié avec son cousin Jacques, jeune homme déjà indépendant, doté d'une forte culture, et qui n'a au début de l'adolescence que de vraies conversations avec son père, mais jamais avec Simone de Beauvoir. Par la distanciation critique avec les professeurs du cours Désir, cours privé pour les jeunes filles dispensés par des religieuses qui assurent leur bonne éducation. Des traces d'une pensée féministe en gestation commencent à apparaître chez Beauvoir dès l'adolescence. Elle ne devient pas féministe parce qu'elle lit des œuvres militantes qui dénoncent la condition différenciée des femmes et des hommes dans la société, ce qui est le cas de beaucoup de jeunes féministes de nos jours. Non, Beauvoir prend conscience de cette condition à partir du clivage qui est le sien. La jeune fille Beauvoir apparaît en effet comme un sujet clivé, à qui son père prête un cerveau d'homme, tout en continuant à être traitée comme une fille. Les garçons, elle les considère comme disgracieux, comme bornés. Ils suscitent peu son intérêt, mais elle a cependant conscience qu'ils appartiennent à une classe privilégiée à laquelle elle n'a pas accès. Elle écrit « Jacques et ses camarades lisaient les vrais livres. Ils étaient au courant des vrais problèmes. Ils vivaient à ciel ouvert. On me confinait dans une nurserie. Je ne me désespérais pas. Je faisais confiance à mon avenir. Par le savoir ou le talent, des femmes s'étaient taillé leur place dans l'univers des hommes. Mais je m'impatientais de ce retard que l'on m'imposait. Quand il m'arrivait de passer devant le collège Stanislas, mon cœur se serrait. J'évoquais le mystère qui se célébrait derrière ces murs. Une classe de garçons, et je me sentais en exil. » On le voit, ici, ce n'est pas le désir sexuel qui tourmente la jeune Beauvoir, mais l'impossibilité qu'elle a d'accéder aux mêmes conditions d'apprentissage que les garçons, qui, eux, reçoivent un enseignement de qualité auprès de professeurs masculins brillants d'intelligence. Elle, au contraire, elle est dotée de vieilles institutrices, de dérisoires bigotes, qui transmettent une version allégée des savoirs dans un univers clos. Après s'être soumise, enfant, l'adolescente Beauvoir se désolidarise de cet environnement scolaire aseptisé par la conversation complice avec Zaza, par aussi un recul critique, par les moqueries, par des provocations à l'encontre du pensionnat. De soumise, elle devient insubordonnée. Chez Beauvoir, on l'aura compris, l'émancipation sera intellectuelle avant d'être sexuelle, économique et sociale. À 17 ans, la jeune Beauvoir est encore, une oie blanche, qui se passionne platoniquement pour des hommes intellectuellement supérieurs. L'enseignement sectaire qu'elle reçoit avec docilité dans un institut privé est compensé au fil de ses jeunes années par son amour de la littérature, puis de la philosophie, son goût du défi intellectuel pour ce qui lui résiste, y compris d'ailleurs les mathématiques, par son appétit de savoir, son ambition à devenir quelqu'un, à être à elle-même sa propre cause et sa propre fin. Sa condition de départ est celle d'une jeune fille bourgeoise sans dot, qui sera donc amenée à travailler pour gagner sa vie. Et cette condition, qui est considérée comme un échec par le père, est réinvestie au contraire comme un moyen positif de sortir du lot et de façonner sa propre existence, de devenir une femme indépendante. Car à l'époque, pour une famille bourgeoise, prendre un métier chez une femme, c'était déchoir. Ainsi, le père vit comme une déchéance le laborieux avenir dans lequel il lit son propre échec. Des filles qui travaillent après des études poussées restent des déclassées, et non pas des filles ayant réussi. La jeune Beauvoir devient donc l'incarnation de l'échec du père, homme bien né mais sans le sou, qui ne peut ni assurer l'avenir de ses deux filles, comme des dames mariées à de bons partis,
ni les amener au sommet de l'échelle sociale en raison des freins qui pèsent sur l'accès des filles à certaines professions. Elle écrit « Quel dommage que Simone ne soit pas un garçon, elle aurait fait Polytechnique. » J'avais souvent entendu mes parents exhaler ce regret. Un polytechnicien, à leurs yeux, c'était quelqu'un. Mais mon sexe leur interdisait de si hautes ambitions et mon père me destina prudemment à l'administration. Cependant, il détestait les fonctionnaires, ces budgétivores, et c'est avec ressentiment qu'il me disait « Toi au moins, tu auras une retraite ». J'aggravais mon cas en optant pour le professorat. Pratiquement, il approuvait mon choix, mais il était loin d'y adhérer du fond du cœur. Il tenait tous les professeurs pour des cuistres. Il trouvait dérisoire que l'on consumât sa vie dans de poussiéreux travaux d'érudition. Vous l'aurez compris, la jeune Beauvoir n'est pas une figure transgressive, puisque comme elle nous le relate, adulte, elle se conforme aux volontés de son père, qui l'a vouée aux études par nécessité. Donc il n'y a pas de désobéissance, ni violation d'un cadre institué. En revanche, elle est porteuse d'une double trahison, qui met à mal le culte de la vraie jeune fille que nous avons vue précédemment. En effet, Beauvoir trahit sa classe en faisant des études poussées pour ensuite travailler et être économiquement indépendante, et elle déroge aussi aux attendus de son sexe en étant déjà une femme de tête, consciente de ses forces et de sa supériorité, vouée à une réussite exceptionnelle qui transcendra les normes habituelles.